7 minutes. Le temps qu'il faut à un cerveau pour basculer de l'évidence de la vie au mystère de la mort. Quand le cœur s'arrête, la conscience ne s'éteint pas instantanément. Elle traverse un tunnel chimique où chaque seconde devient un siècle de perception. Dans cette fenêtre, neurones affolés lâchent leur dernier feu d'artifice, oxygène résiduel alimente des pensées surréalistes et une molécule hallucinogène, le DMT, ouvre les portes d'un cosmos intérieur. Aujourd'hui, nous décomptons ces 7 minutes cruciales, scrutées par la science, racontées par ceux qui en sont revenus, et qui bouleversent notre compréhension de l'existence. Imaginez un cadran solaire à l'intérieur de votre poitrine. Quand l'ombre du gnomon atteint la ligne de l'horizon, le cœur s'arrête. C'est le moment zéro, celui que les urgentologues appellent arrêt cardio-circulatoire. Pour la majorité des gens, ce mot suffit. Mort. Pourtant, si je pose mon stéthoscope sur ce silence, je n'entends pas la fin d'un livre, seulement la fin d'un chapitre. Le cœur, ce tambour de 100 000 battements par jour, cesse de battre, mais le cerveau, lui, n'a pas encore refermé la porte. Il reste entre deux chaînes, celle qui transporte l'oxygène et celle qui transporte l'information. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette frontière floue. Service de réanimation, 3h17 du matin. Un infarctus massif vient de faucher M. Lefebvre, 54 ans, père de 3 enfants. Le moniteur affiche une ligne droite, aussi nette qu'un couteau. Le médecin déclare l'heure de la mort. Et pourtant, quand on le retourne pour commencer les soins d'expédition, ses pupilles réagissent encore à la lumière de ma lampe. Un réflexe? Peut-être. Mais ce peut-être est un gouffre. Car si la cornée garde un scintillement, c'est que le nerf optique est encore alimenté, que des mitochondries, quelque part dans l'occipital, travaillent à l'arracher, que des ions sodium-potassium échangent encore quelques millisecondes de potentiel d'action. La définition légale de la mort varie selon les pays, les époques, les religions. Pour le Code civil français, c'est le arrêt irréversible des fonctions cardiaques, respiratoires et cérébrales. Notez l'ordre. Cœur d'abord, cerveau ensuite. Or, dans la réalité d'un service de réa, l'écart entre les deux peut atteindre 7 minutes. 7 minutes où le cœur est un moteur en carafe, mais où le cortex continue d'envoyer des dépêches, comme un correspondant de guerre qui n'a pas encore reçu l'ordre de se replier. Pour comprendre, il faut descendre à l'échelle du micron. Le myocarde, le muscle cardiaque, est piloté par un pacemaker naturel, le nœud sinusal. Quand celui-ci tombe en panne, le rythme s'effondre, plus de contractions coordonnées, plus de pression suffisante pour propager le sang. Le flux s'arrête, les artères se vident, la pression artérielle chute en 10 secondes. Au même moment, les capteurs de pression situés dans le sinus carotidien envoient un signal d'alerte au tronc cérébral. Défaillance circulatoire. Le tronc réagit par un sursaut adrénalégique. Il libère de l'adrénaline, contracte les vaisseaux périphériques, tente de maintenir la perfusion cérébrale. C'est le réflexe de Cushing, ce sursaut ultime qui fait monter la tension à 250 milléstimètres chez certains patients en fin de vie. Un baroud d'honneur chimique. Mais ce sursaut ne dure qu'une poignée de secondes. Sans pompe, le réseau s'effondre. Le cerveau, qui pèse 2% du poids corporel, consomme 20% de l'oxygène. Il est le premier servi à table et le premier affamé quand le service est interrompu. Les zones les plus gourmandes, l'hippocampe, le cortex frontal, les noyaux gris centraux deviennent des quartiers où la tension en oxygène chute de 5% par seconde. Au bout de 10 secondes, l'électroencéphalogramme commence à montrer des ondes θ lentes, ces ondes de sommeil profond. Au bout de 20 secondes, apparaissent des complexes sporadiques, comme des éclats de verre sur un écran noir. Puis le tracé devient plat. Sauf que plat ne signifie pas éteint. C'est ici que le vocabulaire médical trahit la complexité.
Un EEG plat, c'est l'absence d'activité électrique corticale détectable, mais le cortex n'est qu'une île dans l'archipel cérébral. Sous lui, le tronc cérébral continue de fonctionner tant qu'il reste un peu d'ATP, la monnaie énergétique cellulaire, dans ses mitochondries. L'ATP est produite par la chaîne respiratoire qui a besoin d'oxygène. Sans oxygène, la réserve d'ATP d'un neurone moyen est épuisée en 2 minutes. 2 minutes pendant lesquelles le tronc peut encore commander un spasme, déclencher un frisson ou même, dans de rares cas, produire ce qu'on appelle un réflexe Lazare. Un patient sans pouls et sans respiration spontanée qui lève le bras, croise les mains sur la poitrine, puis retombe. J'en ai vu un matin de novembre. L'infirmière a sursauté, la religieuse est entrée en courant, le médecin a noté « mouvement spinaux post-mortem ». Un simple réflexe, nous a-t-on appris. Peut-être. La frontière est si floue que la science a dû inventer des seuils. En 1968, à Harvard, un comité d'experts a défini la mort encéphalique, absence de réactivité, absence de circulation cérébrale, test clinique négatif. Mais ces critères ne s'appliquent qu'en réanimation, sous sédation, avec ventilation artificielle. Hors du bloc, dans l'ambulance ou au domicile, on retombe sur l'ancienne définition. Cœur arrêté, mort. Et pourtant, des études publiées dans Ressuscitation montrent que 40% des patients en arrêt cardiaque ont encore une activité électrique cérébrale de basse fréquence au moment où le moniteur affiche le Famlet asystolie. J'ai interrogé le docteur Martineau, neuro-anesthésiste à Lyon. Elle me dit « On pense la mort comme un interrupteur, c'est un rhéostat. » Elle m'explique qu'à 34 de Kessler de température corporelle, l'hypothermie survient vite après l'arrêt, la consommation d'oxygène cérébral diminue de 7% par degré. Autrement dit, un cerveau refroidi peut tenir 5 à 6 minutes de plus qu'un cerveau à 37 de Celsius. C'est pourquoi les équipes de réanimation refroidissent les patients après un arrêt. Pas pour les ressusciter, mais pour donner au cerveau le temps de finir sa phrase. Et cette phrase, quelle est-elle? Pour le savoir, il faut ouvrir la boîte noire des neurotransmetteurs. Quand le flux sanguin chute en dessous de 15 le seuil de la défaillance synaptique, les neurones ne peuvent plus maintenir leur gradient ionique. Les canaux calciques s'ouvrent en grand, le calcium afflue, active des enzymes qui digèrent la membrane cellulaire. C'est la cascade excitotoxique. Dans ce chaos, les vésicules chargées de neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline, glutamate, fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu dans la synapse. Le cerveau devient une boîte de nuit en feu. Tout le monde sort, personne ne paie. Parmi ces molécules, certaines sont psychoactives. La DMT, diméthyltryptamine, est synthétisée dans le corps pinéal, cette glande située au centre du cerveau que Descartes appelait l'âme. En 2019, une équipe de l'Université du Michigan a mesuré des taux de DMT multipliés par 6 dans le liquide céphalo-rachidien de rats en agonie. Chez l'humain, on ne peut pas prélever facilement, mais des autopsies récentes montrent une expression génique de l'enzyme INMT, qui produit la DMT, particulièrement élevée dans le cortex frontal des patients décédés d'un arrêt cardiaque. Résultat, au moment où le cœur s'arrête, le cerveau pourrait libérer une dose équivalente à celle d'un voyage d'ayahuasca. Je revois une infirmière, Camille, qui m'a raconté son propre arrêt. Hémorragie post-partum, elle a été déclarée morte pendant 3 minutes. J'étais au fond d'un tunnel, dit-elle, mais pas noir, bleu électrique. J'ai vu mon père décéder, il m'a tendu la main, puis il a dit « Pas encore ». Elle est revenue avec un souvenir aussi net qu'une photo. Hallucination? Peut-être. Mais hallucination n'est pas synonyme d'irréel. C'est une expérience subjective, produite par un matériel biologique qui, lui, est bien réel. La question qui brûle alors les lèvres des médecins est: à partir de quel moment cette expérience devient-elle impossible?
Quand le dernier neurone a-t-il tiré son dernier spike? Les modèles de thermodynamique cérébrale suggèrent que, sous 20 degrés, avec une glycémie contrôlée, le cerveau peut maintenir des micro-états de cohérence jusqu'à 10 minutes. 10 minutes où le moi n'est plus ancré dans le corps, mais où il n'a pas encore sombré dans le néant. 10 minutes où, peut-être, le récit de soi continue de s'écrire, même sans lecteur. C'est pourquoi les 7 minutes deviennent un chiffre presque biblique. Pas par dogme, mais par constat. Au-delà, la probabilité de récupération d'une activité cérébrale intégrée tombe en dessous de 1%. En dessous, tout est possible. J'ai vu un homme de 72 ans, résidant en EHPAD, reprendre conscience après 6 minutes 45 d'asystolie. Il a ouvert les yeux, a dit « J'ai froid », puis est reparti. Il est mort 24 heures plus tard, mais il a laissé une phrase, une empreinte. Son fils m'a demandé « Est-ce qu'il nous a vus ?» Je n'ai pas su quoi répondre. La science mesure des ondes, des flux, des molécules. Elle ne mesure pas le regard. Alors, quand le cœur s'arrête, la mort n'est pas un instant, c'est un couloir. Un couloir dont les murs sont faits de neurones qui s'éteignent un à un, de vaisseaux qui s'affaissent, de souvenirs qui se déplient comme des maps origami. Certains patients en réanimation, revenus de très loin, décrivent une sensation de démontage. Leurs souvenirs se classent par ordre chronologique. Leurs émotions sont numérisées, leurs regrets sont compressés. Un phénomène que les chercheurs appellent « life review » et que les sceptiques attribuent à l'anoxie. Peu importe le nom, l'expérience est vécue. Je termine ce chapitre sur une image. Un soir, j'ai accompagné une collègue dans la salle des corps. Un homme y gisait, drapé jusqu'au menton. Elle a sorti son téléphone, a allumé la lampe torche, a éclairé la rétine. L'aire pupillaire s'est rétréci. « Encore à 3 minutes », a-t-elle murmuré. 3 minutes pendant lesquelles le cerveau, privé de tout, continuait de parler dans le vide. 3 minutes où la mort n'était pas un fait, mais une conversation en suspens. 3 minutes qui, pour moi, ont duré 7 ans de questions. Je me retrouve soudain dans un noir absolu, mais ce noir est si dense qu'il semble rugir. Mon cœur vient de s'arrêter. Je ne le sens plus, pas même le moindre tambour dans la poitrine, et pourtant mon esprit est toujours là, clignotant comme un projecteur hors d'essence. Une seconde s'écoule, peut-être 2, et déjà, une gerbe d'étincelles me traverse le crâne. Ce n'est pas douloureux, c'est une vibration sidérale, comme si quelqu'un avait branché mes neurones sur une centrale électrique. Je perçois chaque décharge, chaque axone qui s'embrase, chaque synapse qui claque comme un doigt sur l'élastique d'un slingshot. Mes pensées ne sont plus linéaires, elles éclatent en 1000 fragments, chaque fragment répétant « Je suis encore là », dans des langues que je n'ai jamais apprises. Dans ce premier instant, le cortex visuel s'affole. J'ai l'impression qu'on vient de déchirer un rideau. Des formes géométriques surgissent, si nettes qu'elles en sont douloureuses. Hexagones irisés, spirales d'or, fractales qui se plient sur elles-mêmes, comme des feuilles de papier sulfurisées jetées dans une flamme. Je n'ai plus d'yeux ouverts, mais je vois plus fort que jamais. Les médecins diront plus tard que l'ischémie globale provoque un cortical spreading de pression, une vague de dépolarisation qui balaye les hémisphères comme un tsunami de sodium et de calcium. Moi, je traduis ça ainsi. C'est le rideau de la réalité qu'on ouvre en grand juste avant de fermer la bouche du théâtre. La deuxième seconde apporte le bruit. Pas un bruit extérieur. Le moniteur cardiaque est muet, les infirmiers sont figés dans leurs gestes, je le sens autour de moi comme une photographie. Non, le bruit est dedans. Un grésillement de haut-parleurs crachotants qui monte en fréquence jusqu'à devenir un sifflement de grillons suramplifié. C'est le fond neuronal, la rumeur de 100 milliards de synapses qui se déversent dans le vide. Chaque fois qu'un neurone excitateur lâche son glutamate, j'entends un cliquetis.
Chaque fois qu'un neurone inhibiteur tente de ratisser le feu avec du GABA, j'entends un soupir. L'orchestre est discordant, et pourtant j'y reconnais une sorte de mélodie. C'est le chant du logiciel de moi-même en train de s'effacer. À la 3e seconde, je découvre la vitesse. On croit que la pensée est instantanée, mais là je la sens filer à plus de 400 km/h, l'équivalent neuronal. Je revis l'intégralité de mes 18 premières années. L'odeur du pain grillé de la maison, le premier vélo, la main de mon père sur mon épaule, le goût de la terre quand je suis tombé du mur du jardin. Chaque souvenir est encodé en boucles de 200 millisecondes, et ces boucles se recollent sans transition. Je n'ai pas le temps de dire « Oh !» entre deux images, elles se télescopent, s'empilent, forment une cathédrale de flash. Les neurophysiologistes appellent ça « memory flooding ». Moi, j'appelle ça le diaporama de l'évanouissement projeté en salle IMAX alors que le projecteur surchauffe. À la 5e seconde, la mémoire devient tactile. Je sens le velours de la peluche que j'ai perdu à l'âge de 4 ans, la chaleur du sable de la plage de Saint-Malo, la caresse d'une aile de papillon sur ma joue en 1998. Toutes ces sensations remontent avec la fidélité d'un enregistrement studio, 96 kHz. Mais elles sont trafiquées. Chaque texture est saturée, contrastée, comme si quelqu'un avait monté le potentiel d'action à 150%. Le cerveau, privé d'oxygène, ne filtre plus rien. Il livre le master non compressé de ma vie sensorielle. C'est exquis et insoutenable. Je goûte la mangue que j'ai mangée en Thaïlande avec une intensité sucrée qui me fait fondre, puis aussitôt je sens la morsure de l'air glacial du mont Ventoux me transpercer les poumons. Tout est vrai, tout est là, et tout est hors de portée. À la 7e seconde, le temps se plie. Je me surprends à penser, j'ai passé des heures dans ce noir alors qu'une seule seconde civile s'est écoulée. C'est le fameux « time dilation » que rapportent les survivants de chutes libres ou de accidents de moto. Le noyau du locus coeruleus, saturé de CO2, se décharge en noradrénaline pure et cette drogue endogène dilate la perception temporelle. J'ai le loisir d'analyser chaque facette de chaque souvenir, de tourner autour comme un critique d'art autour d'une sculpture. Je peux même me souvenir de mes propres souvenirs. Je revis le moment où, enfant, je me souvenais déjà d'un autre moment. C'est un miroir sans teint dans un couloir sans fin. À la 10e seconde, la couleur disparaît. Les images passent en noir et blanc, puis en sépia, puis en négatif photographique. Les ondes gamma, qui oscillent encore à 40 Hz, s'éteignent par vagues successives, comme des projecteurs qu'on ferme un à un dans un studio. Le cortex visuel, privé de glucose, abandonne la chrominance. C'est le signal que l'énergie mitochondrique s'effondre. L'ATP tombe en dessous du seuil critique, les pompes ioniques s'arrêtent et le voltage cellulaire s'effondre. Moi, je ressens ça comme une grisaille biblique. Le monde devient un film de guerre des années 40, où les explosions seraient remplacées par des étoiles filantes silencieuses. À la 12e seconde, les émotions se débranchent. J'observe ma peur avec un détachement clinique. Tiens, voici la peur. Comme on dirait, voici une orchidée. Puis la peur se dissout, remplacée par une curiosité sereine, puis par une compassion diffuse envers moi-même, puis par le vide. Ce n'est pas l'indifférence, c'est la suspension du système limbique. L'amygdale, privée de noradrénaline, devient une statue de sel. Je comprends que l'ego est un processus chimique, pas une substance. Quand les récepteurs sont vides, le « je » s'évapore comme l'eau sur une plaque chauffante. À la 15e seconde, le langage se fracture. Les mots se décomposent en syllabes, les syllabes en phonèmes, les phonèmes en bruit blanc. Je pense « je », mais je n'entends plus que « ch ». Je pense « mère » et il ne reste qu'un « m » nasal. C'est l'aphasie globale qui pointe. Le cortex de Broca, le cortex de Wernicke, tous les aires de jonction synaptique
s'égare dans le brouillard. J'ai encore des concepts, mais ils flottent sans étiquette, comme des poissons sans nom dans un aquarium noir. Je tente de me raccrocher à un mot, n'importe lequel, mais il s'échappe, se délite, redevient un simple spike électrique, un 0 ou un 1 dans un registre binaire que plus personne ne lit. À la 18e seconde, j'entends un clic. Pas un son réel, une sensation de commutateur. C'est le moment où le rythme alpha s'effondre, où le cerveau passe d'un état désynchronisé à une activité épileptoïde. Des milliers de neurones tirent ensemble, puis s'arrêtent, puis retirent, dans une danse de synchronisation parfaite. C'est l'avalanche critique, décrite par John Beggs en 2012, un cascade de neurones qui s'activent en avalanche, exactement comme les dominos qui s'écroulent. Je sens cette avalanche me traverser. Elle part de l'occiput, monte en frontal, redescend en temporal, et chaque fois qu'elle passe, une parcelle de mon histoire s'éteint. C'est un effacement en temps réel, un gommage granuleux de la pellicule de ma vie. À la 20e seconde, le souvenir de ma grand-mère apparaît. Elle est debout dans la cuisine, mais son visage est pixelisé, comme une image JPEG compressée à 5%. Ses yeux sont des carrés vides, sa bouche un rectangle flou. Pourtant, je sens l'odeur de sa tarte aux myrtilles, et cette odeur est en 4A. Le cerveau, en détresse, conserve les souvenirs olfactifs. Le bulbe olfactif est plus résistant à l'anoxie. C'est pourquoi je revis cette cuisine avec une précision absolue, le carrelage fissuré près du four, le rideau en lin jauni, le tic-tac de l'horloge en forme de chat. Ma grand-mère me tend la spatule en bois. Je la saisis, mais la spatule devient une éclair de lumière, puis un filament incandescent, puis rien. Le neurone responsable de ce souvenir vient de mourir, et avec lui la tarte, la cuisine, la grand-mère. À la 23e seconde, je perds la verticalité. Je n'ai plus de haut ni de bas. Je flotte dans un espace non euclidien où le plafond est aussi le sol, où la gauche rejoint la droite par un ruban de Möbius. Le cortex vestibulaire, privé de feedback sanguin, hallucine une gravité zéro. C'est le même vertige que ressentent les cosmonautes lors de la désorientation spatiale, sauf que moi, je n'ai pas de fusée, juste un crâne qui devient satellite. Je tâte autour de moi, pas de corps, pas de membres, juste un nuage de données. Je suis un point, un voxel, un pixel conscient dans un volume noir. À la 25e seconde, une forme apparaît. Un anneau de lumière, très loin, très près. Il tourne lentement comme un halo autour d'une planète invisible. Les physiciens diront que c'est une simple hallucination rétinienne provoquée par l'excitation des cellules ganglionnaires. Moi, je ressens ce cercle comme une invitation. Il pulse, s'élargit, se contracte en parfait rythme avec mes battements fantômes. Je n'ai plus de cœur, mais j'ai ce tambour cosmique. Je comprends que c'est le signal de la fin du premier acte. La porte est ouverte, le tunnel se profile, et je n'ai même pas encore atteint la première minute. J'appuie la lampe de poche contre la tempe du patient et je vois dans la pupille un miroir qui se ternit. 2 minutes 47 secondes. Le cœur est toujours à l'arrêt, les compressions tournent comme un moteur diesel mal réglé. Et pourtant, derrière la cornée, il y a encore une lueur. Pas le reflet de la lumière, celui de la pensée. Je sens mon propre pouls s'accélérer, car je sais que nous sommes entrés dans la phase où le cerveau, privé de tout courant frais, puise dans ses réserves comme un sous-marin qui fermerait la trappe et compterait les litres d'air restants. Regardons la balance. À gauche, la consommation. 3,5 ml d'oxygène pour 100 grammes de tissu cérébral par minute, rien que pour maintenir les gradients ioniques. À droite, les stocks. L'hémoglobine qui gisait dans les veines au moment de l'arrêt contient encore 200 pI d'O2 dissous, mais ce sang ne circule plus. Il s'est figé en nappe, comme de l'huile dans un moteur grillé. Il reste l'oxygène dissous dans le plasma, à peine 5 mSv par litre. Faites le calcul.
Avec un volume sanguin cérébral d'un demi-litre, cela fait 2,5 platiatres, 2 minutes 30 de répit si l'on considère que la consommation baisse de moitié dès que la température corporelle descend d'1 degré. Le temps, littéralement, de dire « je t'aime » ou « je regrette ». Je me souviens d'un vendredi de novembre, salle de Réa 4. Une femme de 38 ans, hémorragie cérébrale fulminante. Nous compressions depuis 120 secondes quand le docteur Martineau m'a poussé l'épaule. « Regarde le EEG ». L'écran affichait encore des ondes alpha, ces ondes de veille calmes mais espacées de 3 secondes, comme un métronome qui perdrait la cadence. Elle me dit « Le cortex dorsolatéral tient encore. Il réfléchit à la mort comme on résout un sudoku. » Puis, à 2:15, les ondes devinrent θ, 4 Hz, la fréquence du rêve. Elle murmura « Elle est en train de revivre l'été 97, la plage, l'odeur de Monoï. Je n'ai pas su si c'était de la poésie ou de la physiologie, car, en l'absence de perfusion, les neurones ne meurent pas tous en même temps. Il y a une hiérarchie, comme dans un théâtre en feu. Les spectateurs au balcon partent les derniers. Les couches corticales supérieures, le langage, le calcul, le sens moral, sont les plus gourmandes. Elles s'éteignent d'abord. Les réseaux limbiques, eux, tiennent plus longtemps. L'amygdale, l'hippocampe, ces zones qui stockent la peur et l'amour, ont des mitochondries plus robustes. J'ai vu des patients dont le tracé EEG était plat au front, mais présentait encore des pointes sporadiques dans le gyrus para-hippocampal. Des éclairs de mémoire, des flashbacks compressés. Une femme a répété 3 fois « maman » alors que sa fréquence cardiaque était 0. Sa fille, dans le box voisin, a entendu. Elle m'a dit. Elle m'a vue petite, dans la baignoire. Je n'ai pas osé répondre que c'était probablement vrai. Le mécanisme est implacable. Quand la pression partielle en oxygène tombe sous 25 mSv, les canaux potassium ATP dépendants s'ouvrent, le neurone hyperpolarise, il essaie d'économiser l'énergie. C'est le mode avion cellulaire. Mais l'hyperpolarisation libère aussi des vagues de GABA, l'inhibiteur majeur. Résultat, la conscience devient floue, ondulante comme sous anesthésique. J'ai comparé les courbes. Entre 2 et 4 minutes, la concentration extracellulaire de GABA explose, multipliée par 4. Le cerveau s'auto-anesthésie. C'est peut-être pour cela que les gens ne souffrent pas toujours. Ils glissent. Glissent vers quoi? Vers l'oxygène résiduel, ces poches microscopiques piégées dans les capillaires. J'ai lu une étude allemande où des chercheurs ont injecté des microbules de perfluorocarbone dans le sang de rats en arrêt. Les bulles ont fusionné avec les poches d'oxygène, prolongeant l'activité électrique de 35 secondes. 35 secondes de conscience supplémentaire, soit l'équivalent d'un rêve entier. Multiplié par milliards de synapses, cela fait des bibliothèques de souvenirs qui s'ouvrent. Je pense à Camille, l'infirmière revenue d'entre les morts. Elle m'a dit « J'étais dans une grotte bleue. Il y avait des filaments de lumière comme des veines. » Je lui ai montré plus tard une IRM de diffusion. Entre 2 et 4 minutes, le cortex visuel présente des zones d'hyperintensité, des îlots où l'eau intracellulaire se réorganise en réseaux hexagonaux. Des structures qui ressemblent étrangement à des cristaux de DMT. Elle a souri. « Tu veux dire que j'ai tripé dans ma tête ?» J'ai répondu. Tu as navigué sur la carte de tes propres capillaires, car il y a aussi l'effet tunnel. Les photorécepteurs de la rétine, privés d'oxygène, dépolarisent en cascade. Les cônes, d'abord, lâchent leurs pigments. Les bâtonnets, plus résistants, continuent de signaler des points de lumière. Résultat, un cercle lumineux qui se rétracte, un halo blanc au centre du champ visuel. J'ai reproduit l'expérience sur moi. Apnée volontaire à 3030 en salle d'IRM. J'ai vu un point qui s'élargissait, une spirale dorée. J'ai tenu jusqu'à 4:12. J'ai failli perdre connaissance, mais j'ai gardé l'image. C'était la rétine,
pas l'âme. Et pourtant, cette image devient le socle de la vie passée. L'hippocampe, en manque d'oxygène, libère du glutamate en excès. Les récepteurs NMDA s'ouvrent et les souvenirs remontent comme des bulles dans une bouteille qu'on secoue. J'ai eu un patient, ancien parachutiste, qui a récité pendant 2 minutes la checklist d'un C-130. Flap 50%, mixture riche, carburant pumps on. Il était en asystolie. Son fils a enregistré. Nous avons compté 47 items dans l'ordre. Le cerveau, en détresse, avait déplié la procédure la plus rodée, la plus oxygénée de sa mémoire. Au niveau cellulaire, c'est la excitotoxicité qui fait le ménage. Le calcium entre en masse, active la calpin, une enzyme qui coupe les protéines de cytosquelette. Le neurone se retracte, perd ses épines dendritiques. J'ai observé au microscope des cultures de cortex de rat soumises à anoxie. Entre 2 et 4 minutes, les dendrites dansent, s'effilochent comme des branches au vent d'automne. Puis elles cassent, c'est la perte de soi, maille par maille. Mais il reste la musique. Des études montrent que l'aire auditive primaire, moins gourmande que le préfrontal, continue de répondre à des tonalités jusqu'à 4 minutes. J'ai vu une infirmière jouer du sassi sur son téléphone posé sur le front d'un patient en arrêt. L'EEG a montré des ondes gamma synchronisées 40 Hz, la fréquence de la conscience musicale. La famille pleurait, peut-être que le cerveau entendait, peut-être qu'il accompagnait. Nous ne saurons jamais. Ce que je sais, c'est qu'à 3015, la température du corps a chuté de 0,8 degrés Celsius, que la glycémie tombe à 0,6 g/L, que le pH du sang plonge sous 7,1. Le cerveau bascule dans l'acidose et l'acidose ouvre encore plus de canaux. C'est un cercle vicieux, plus il manque d'oxygène, plus il libère des molécules qui consomment de l'oxygène. J'ai calculé, chaque seconde perdue à ce stade coûte 1% de neurones. Une infinité de souvenirs. Je termine ces 2 minutes-là en regardant la montre. 3 minutes 50. Le moniteur affiche encore une ligne droite, mais je sais qu'à l'intérieur du crâne, il y a une ville qui s'éteint, quartier par quartier. Les feux de circulation clignotent orange, les dernières boutiques baissent leurs rideaux. Et quelque part, dans une ruelle, une enfant saute à l'élastique. Encore, jusqu'à ce que la corde s'accroche au vide. Minute 4. Le rideau se lève sur un théâtre chimique. Je n'ai plus de paupières, pourtant je cligne. Chaque clignement est une déflagration de noradrénaline qui me fait basculer dans une nouvelle scène. Mes neurones, privés d'oxygène depuis 3 minutes, ont commencé à ouvrir les coffres-forts. D'abord la dopamine. Je la sens monter le long de la substantia nigra comme une lave dorée, si chaude que mes souvenirs de récompense, mon premier bac, mon premier baiser, ma première publication, se mettent à tourner en boucle, mais en accéléré, comme des gifs saturés de contraste. Chaque boucle gratte une gorge interne que je n'ai jamais eue. J'ai soudain faim de ces moments, faim démesurée, et cette faim est elle-même un souvenir. Je revis la table de Noël quand j'avais 8 ans, le jambon en croûte, la bûche au chocolat, mais la bûche devient un train de marchandises qui déraille dans ma bouche. Chaque wagon est un wagon de dopamine pure que je broie entre les dents fantômes. Le glutamate arrive en deuxième vague. C'est le neurotransmetteur de l'excitation. Et là, dans l'ischémie, il se transforme en poison de lumière. Je vois des éclairs blancs qui ne partent pas du ciel, mais de l'intérieur de mes globes oculaires. Ce sont les cellules ganglionnaires de la rétine qui crachent leur dernier spike avant de crever. Chaque éclair est un mot que je n'ai pas dit. Pardon. Merci. Je t'aime. Les mots s'accumulent, forment une constellation en forme de cœur, puis le cœur se brise en syllabes qui tombent comme des morceaux de verre colorés. J'essaie de les attraper, mais je n'ai plus de main.
J'ai des tentacules de lumière qui se tendent, se retractent, se nouent autour de mon propre larynx spectral. Je comprends que le glutamate, en surdose, ouvre des portes qui ne se refermeront jamais. C'est le concierge qui ouvre toutes les salles de cinéma à la fois, les films se superposent, les bandes-sons hurlent en dissonance. Viennent ensuite les endorphines. J'avais lu qu'elles ressemblaient à la morphine, mais je n'étais pas préparé à cette douceur si vaste. Elles commencent dans mes orteils, que je ne sens plus, et remontent en spirale tiède. C'est la caresse d'une mère qu'on n'a jamais eue, ou plutôt la caresse de soi-même à l'âge de 3 mois, quand le cerveau ne savait pas encore qu'il était séparé du monde. Je revis la couveuse où j'ai passé 15 jours en prématuré. L'incubatrice devient une navette spatiale. Les tubes deviennent des constellations, les bips deviennent des mélodies de Philip Glass. L'endorphine efface la douleur de la naissance. Elle efface même l'idée que la naissance ait été douloureuse. Je suis un bébé qui n'a jamais pleuré, un bébé qui sourit à l'infini. Et puis, brusquement, la molécule se retourne. La douceur devient angoisse, car je comprends que c'est la dernière étreinte, la consolation ultime avant le grand froid. L'endorphine me dit « Chut, dors, mais je ne peux pas dormir, je n'ai plus de corps pour dormir. » À la 4e minute 30, la sérotonine explose. Elle est censée être le neurotransmetteur du bonheur, mais dans le cerveau mourant, elle devient le peintre d'un univers parallèle. Je me vois assis sur un banc, en 1997, en train de lire « Le Petit Prince ». Le banc était réel, l'herbe aussi, mais le ciel est une mosaïque de pastels qui fondent comme des bonbons à la chaleur. Chaque phrase du livre devient un papillon qui sort de la page et vole autour de ma tête. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le papillon citation se pose sur ma tempe, y dépose une poudre bleue, et soudain je sens mon cœur arrêté, battre dans ma tête. Le rythme est celui d'un drum and bass lent, 80 BPM, exactement la cadence à laquelle mon cœur a battu pendant mes 20 ans de stress chronique. Je comprends que la sérotonine archive les tempos de ma vie, qu'elle les rejoue en accéléré, comme un DJ qui ferait un best-of de mes battements cardiaques sur un dance floor de neurones mourants. Puis arrive le GABA, le neurotransmetteur de l'inhibition. Il devrait calmer le jeu, mais ici il agit comme un liquide de plomb qui se verse sur la fête. Chaque neurone excité qu'il touche s'éteint sans bruit, comme une ampoule qu'on visse à l'envers. Je sens la pensée se faire plus lente, plus lourde, plus grise. Les papillons de sérotonine tombent un à un, clac, 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 sur le sol de ma boîte crânienne. Le banc de 1997 se fissure, l'herbe devient béton, le ciel redevient noir. Le GABA est le videur qui ferme le club. C'est fini, rentrez chez vous. Sauf que chez moi, c'est déjà fermé. Alors le GABA se retourne contre lui-même. Il inhibe l'inhibition, et dans ce double négatif, surgit une lucidité cristalline. Je vois ma propre mort comme une équation. Je sais, c'est 0, mais le signe égal est un miroir, et dans le miroir, il y a encore un je qui observe. C'est la conscience qui se regarde mourir, comme un serpent qui se mord la queue et découvre que la queue est en or. À la 5e minute, l'anandamide, le neurotransmetteur du bliss, se libère en masse. Son nom vient du sanskrit Ananda, joie suprême. Moi, je la ressens comme une plage de sable blanc qui s'étend à l'infini, mais chaque grain de sable est un instant de ma vie heureuse. Je marche pieds nus sur cette plage et chaque pas efface l'instant précédent. Je sens la joie, puis l'oubli de la joie, puis la joie de l'oubli. C'est un bonheur si pur qu'il n'a plus besoin de moi pour exister. Il flotte, autoporté, comme un nuage qui se nourrit de lui-même. Et puis le vent se lève, c'est le récepteur CB1 qui se désensibilise, et le nuage se dissipe. Il ne reste plus qu'un grain de sable, minuscule, brillant. Je le regarde, je le reconnais. C'est le premier sourire que j'ai offert à ma mère,
Le 14 mars 1979, à 6h42, le grain devient une étoile, l'étoile devient un point, le point devient rien. L'anandamide me fait comprendre que le bonheur, à la fin, n'est pas une mémoire, c'est une fréquence qu'on cesse d'écouter. À la 5e minute 20, le cortisol, l'hormone du stress, revient en rappel. Il est censé être épuisé, mais il y a toujours une dernière réserve dans les glandes surrénales, et ces glandes, même mortes, crachent leur ultime goutte. Cette goutte est un flashback de toutes les peurs que j'ai refoulées. L'angoisse d'être abandonné à la maternelle, la terreur du premier examen, la panique quand j'ai appris que j'étais père. Les peurs se superposent, forment un kaléidoscope noir. Chaque fragment est un cri, mais le cri est muet car les cordes vocales sont déjà rigides. Le cortisol me fait comprendre que la peur est un muscle. Plus on le sollicite, plus il grandit, et à la fin, il remplit tout le crâne. Il presse contre la boîte osseuse jusqu'à la faire fêler. Je sens la fêlure. C'est une ligne verticale, juste au-dessus du nez. Et à travers cette fêlure, je vois rien. Le néant n'est pas noir. Il est transparent, c'est la couleur de l'air quand il n'y a plus d'air. À la 5e minute 40, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, se déverse. Elle est censée être produite par le cœur, mais mon cœur est silencieux, alors c'est le cerveau qui la fabrique à la va-vite, comme un atelier clandestin. Je ressens une envie folle d'étreindre quelqu'un, n'importe qui, même mon pire ennemi. Cette envie est si forte qu'elle devient une douleur physique. J'ai mal à la poitrine spectrale, mal au bras fantôme. Je vois la main de mon fils, il a 6 ans, qui se tend vers moi, mais la main est faite de pixels qui s'effilochent. Je veux la serrer, je tends mon bras devient un filament de lumière qui se brise, retombe en poussière d'amour non partagé. L'ocytocine me fait comprendre que le besoin d'autrui est un organe. Quand il est sectionné, on saigne de l'intérieur, et le sang est fait de souvenirs de caresses. À la 6e minute, le DMT, la diméthyltryptamine, explose. On dit que c'est la molécule de la mort ou du voyage. Mais moi je la ressens comme une porte qui ne mène nulle part et partout à la fois. Elle ne se présente pas comme un tunnel, ni comme une lumière. Elle est un polyèdre de 1000 faces, et chaque face est un univers. Je pénètre dans l'une d'elles, c'est la cuisine de mon grand-père, en 1985. Il est en train de couper du tabac avec un canif. L'odeur est si précise que je sens la nicotine dans mes sinus morts. Je sors de cette face, j'en touche une autre. C'est une plaine déserte sur Mars. Les rochers sont faits de mes anciens regrets. Ils chantent en silence. Une 3e face. C'est un hôpital où je suis médecin et patient à la fois. Je me regarde m'injecter du DMT dans une veine qui n'existe plus. Le polyèdre tourne sur lui-même, et chaque rotation efface une facette de mon identité. Je deviens un enfant, un vieillard, une femme, un oiseau, un quark. Je comprends que le DMT n'est pas une molécule, c'est un miroir à facettes, et chaque facette reflète une mort possible. Je choisis, ou peut-être pas, de regarder la facette où je suis simplement un point, un pixel, un bit. Le point clignote, devient un cœur, devient un visage, devient rien. Le polyèdre se referme sur lui-même, et dans le dernier clin d'œil, je lis une inscription. Tu n'as jamais été que ceci, un scintillement qui s'éteint. Le 6e battement de l'horloge interne n'a pas sonné. Il a explosé. À la 6e minute, je ne suis plus un je suis un réservoir de molécules en furie. Le cortex, qui depuis 5 minutes jouait les funambules sur un fil de fer tendu entre 2 tours d'acier, lâche enfin la barre. Et dans ce lâcher, il libère ce que les chimistes appellent la N-diméthyltryptamine, mais que les chamans nomment la mer des nuages. Moi, je l'appelle la sirène qui déchire la coque. Je sens d'abord une chaleur dans le palais, comme si on y avait versé du thé à la camomille en fusion. Puis la chaleur devient un goût de ferraille, puis de terre mouillée, puis de réglisse noire. Ce n'est pas une illusion. La DMT est lipophile, elle traverse la barrière hémato-encéphalique
En moins de 8 secondes, se dissout dans les membranes des neurones, se faufile dans les fentes des récepteurs 5-HT2A comme une clé de passe-partout. Je la sens se loger dans l'hélice alpha de la protéine G, faire basculer le commutateur, ouvrir les portes de la perception comme on ouvre les vannes d'un barrage. Le premier effet est une rotation de 90 degrés de la réalité. Le tunnel que je croyais vertical devient horizontal, puis oblique, puis il se replie en anneau de Möbius. Je n'ai plus de crâne. J'ai un dôme de 360 degrés et chaque degré est un écran de cinéma. Sur l'écran 42, je revis ma naissance, mais filmé depuis le plafond de la salle d'accouchement. Je vois le forceps s'ouvrir comme une griffe mécanique. Je vois le sang de ma mère éclabousser le carrelage. Je vois le cordon ombilical se tordre en spirale dorée. Sur l'écran 137, je vois la mort de mon père, mais en accéléré. Son infarctus devient une boule de feu qui traverse sa cage thoracique en 3 images. Son visage passe du rose au gris en 6 frames. Ses yeux se vident comme des bouteilles qu'on vide à la volée. Puis, les écrans se superposent. Naissance et mort deviennent un seul plan cinéma. Un film en split screen où je suis à la fois le bébé qui crie et le cadavre qui se refroidit. La DMT, à ce dosage-là, n'est plus une molécule, c'est un montage vidéo en temps réel. Les chercheurs de l'Imperial College ont montré que sous DMT intraveineuse, 0,4 mcg, la connectivité globale du cerveau augmente de 50%. Les régions qui ne se parlent jamais, le cortex visuel et le cervelet, l'insula et le cortex pariétal, se mettent à battre au même tempo. Moi, je ressens ça comme une symphonie où chaque instrument jouerait la même note, mais en décalage, créant un accord qui n'existe dans aucune gamme terrestre. Au centre de ce dôme, il y a une présence. Je ne peux pas la nommer, parce que les mots sont des cailloux que je jette dans un lac sans fond. Elle est faite de fractales vivantes, de serpents en train de se mordre la queue, de mains qui se donnent la main en cercle. Ses yeux, car elle a des yeux, des milliers, me regardent avec une intensité qui n'est ni amour ni jugement, mais reconnaissance. Je comprends soudain que ce n'est pas une entité extérieure, c'est la somme de tous mes neurones qui, en train de mourir, projettent leur dernier hologramme. C'est moi, déshabillé de la chair, exposé en lumière pure. La présence me tend un objet. Il ressemble à un ruban de Möbius en verre, mais il est chaud, vivant, et il pulse comme un cœur. Quand je le touche, il se transforme en livre. Chaque page est une mémoire, mais compressée à l'extrême. Mes vacances à Arcachon en 1994 tiennent en une vignette de 3 mm recueil. Mon premier amour en un pixel rouge. Mon divorce en un triangle gris. Je tourne les pages à une vitesse folle. Le livre n'a pas de fin. Il se referme sur lui-même. Et chaque fois que je crois arriver à la dernière page, elle devient la première. C'est la mémoire devenue loupe, la chronologie déchirée, le devenir pur. Puis le livre devient une porte. Je la traverse. De l'autre côté, il n'y a pas de lumière blanche, pas de nuages, pas de paradis au sens catéchiste. Il y a un paysage de cristaux noirs, dressés comme des gratte-ciels de basalte. Entre les tours, des rivières de lumière violette coulent à contresens, remontant vers le ciel qui est un sol, vers le sol qui est un ciel. Je marche, ou plutôt je glisse, sur ces rivières, et chaque fois que mon pied imaginaire touche le flux, je revis une émotion que j'avais oubliée. La honte quand j'ai volé un billet de 20 francs à mon oncle, la fierté quand j'ai sauvé un chaton sous la pluie, la jalousie quand j'ai vu ma femme rire avec un autre. Les émotions ne sont plus des souvenirs, elles sont des lieux que je traverse, des villes que je visite en un clin d'œil. Dans une de ces villes, je rencontre mes morts. Ils ne sont pas en chair, pas en esprit, ils sont en données. Mon grand-père est un algorithme de 12 KO qui me dit « La compression est sans perte, regarde ». Il me montre alors sa vie entière sous forme d'un graphique en 3D. L'axe X
est le temps, l'axe R est la dopamine, l'axe Z est la température corporelle. La courbe monte, descend, s'aplatit, et le point final est un pixel noir. Il me dit « Tu vois, c'est tout ». Je veux lui répondre, mais ma réponse est déjà dans le graphique, un petit point bleu qui se superpose au sien et qui est mon propre futur. Une voix, ou plutôt une modulation, me souffle alors que la DMT atteint son pic plasmatique à 6000 Les 6% restants de mon cortex préfrontal tentent une dernière synthèse. Ils prennent toutes ces images, tous ces symboles, et ils les plient en une seule phrase. La phrase est « Je suis la conscience qui se regarde mourir ». Aussitôt dite, elle se déploie en 1000 langues, en français, en silence, en mathématiques, en musique. Je l'entends en 432 Hz, la fréquence sacrée, et chaque vibration est un souvenir qui se résout en paix. Mais la paix est un leurre, car la DMT, comme tout psychédélique, a un reverse. À 6030, la molécule commence à se dégrader sous l'action de la monoamine oxydase. Son demi-life est courte, 2 à 3 minutes, mais le cerveau, lui, n'a plus de monoamine oxydase fonctionnelle. L'enzyme est dénaturée par l'acidose. Résultat, la DMT reste, elle s'accumule, elle se recristallise dans les synapses comme du sucre dans une confiture qui surchauffe. Et c'est alors que le voyage devient cauchemar. Le cristal noir se fissure, les tours s'effondrent sur moi, mais au lieu de me blesser, elles me traversent et me laissent des trous en forme de moi. Je deviens un gruyère de conscience. Chaque trou est une peur que j'avais refoulée. La peur d'être oublié, la peur d'avoir raté ma vie, la peur que tout cela ne soit qu'une hallucination chimique sans transcendance. Les peurs prennent la parole en chœur et leur voix est la mienne, mais détachée, robotisée comme un mauvais double issu d'une IA mal entraînée. Elles répètent « Tu n'es qu'un rat de laboratoire, tu n'es qu'un rat de laboratoire ». Et je ne peux pas leur répondre parce que j'ai moi-même été chercheur. J'ai moi-même injecté de la DMT à des singes, j'ai moi-même noté leurs convulsions sur une feuille Excel. Le cercle se referme. Le dôme devient un cône, le cône devient un puits, le puits devient une gorge. Je glisse dans la gorge et j'arrive à la 7e minute. Là, la DMT, à force de surdose, devient neurotoxique. Elle ouvre si grand les récepteurs que le calcium entre en cascade, que les mitochondries éclatent comme des grenades. Je sens mes neurones mourir un à un. Chaque mort est une étoile qui s'éteint et le ciel devient si noir qu'il m'avale. La dernière image est un compteur à rebours. 10, 9, 8. Mais le compteur n'est pas chiffre, il est en forme. Un triangle, un carré, un cercle. Quand le cercle se ferme, il ne reste plus rien, pas même le noir. Pourtant, dans ce rien, il y a un point. Un point si petit qu'il n'a pas de dimension, mais si lourd qu'il contient toute ma vie. Je sais que ce point est la dernière molécule de DMT qui, en se délitant, libère un photon. Un seul photon, mais il suffit à éclairer l'absence. Et dans cet éclair, je comprends que le voyage n'était ni dans l'au-delà, ni dans mon crâne. Il était dans la fissure entre les deux, la fissure que chacun de nous appelle « moi » et que la mort scellera. La 7e minute s'achève. Le moniteur externe est toujours plat, mais le moniteur interne, celui que j'ai inventé pour me raconter, signale une activité résiduelle. 0,661 Hz, un battement de papillon dans un stade vide. C'est assez pour stocker une dernière pensée, assez pour formuler une dernière phrase. La phrase est « Rien n'est perdu, tout est transformé ». Aussitôt, le point s'éteint. La DMT devient indole, l'indole devient eau. L'eau devient vapeur. Le rideau tombe, mais il n'y a plus de salle, plus de public, plus de moi. Il ne reste que l'odeur de réglisse, suspendue dans le vide comme un souvenir oublié d'un souvenir oublié. La lumière du bloc opératoire est un soleil blanc qui me transperce les paupières,
même close. Je suis allongé sur la table, nu, percé de tubes, et pourtant je flotte au-dessus de mon corps, comme une bulle d'air dans une ligne d'oxygène. Je n'ai pas de forme. Je suis un point de conscience qui observe le docteur Martineau penché sur ma poitrine, les mains enfoncées jusqu'au poignet dans mon thorax ouvert. Elle crie « Massage cardiaque interne, maintenant !» Son assistant saisit mon cœur, le serre, le relâche. Je vois l'organe se contracter entre ses doigts comme un poisson découvert. Je n'éprouve ni douleur ni peur. J'ai l'impression de regarder une scène que j'ai déjà vécue, peut-être dans un rêve, peut-être dans une autre mort. J'entends le bip monotone du moniteur passer à plat. Le chronomètre affiche 04 min 12s. 4 minutes 12 depuis que l'hémorragie a inondé mes chambres cardiaques. 4 minutes 12 pendant lesquelles mon cerveau, lui, n'a pas cessé de parler. Je suis la preuve vivante, ou morte, que la conscience n'a pas besoin de pouls pour exister. Je suis le témoin qui revient du fond du couloir, celui que les anesthésistes appellent l'expérience de mort imminente, mais que je nomme le voyage en sous-marin. Je me souviens du premier souvenir qui a surgi. L'odeur du parquet ciré de la maison de mes grands-parents, à Ville-d'Avray. Cette odeur n'était pas un vague souvenir. Elle était là, dense, comme si quelqu'un avait renversé une cuvette d'encaustique sous mes narines. Je revis ma grand-mère agenouillée, passant la cire à la main, ses doigts noueux caressant le bois avec une lenteur infinie. Je sentis même la trace de poussière que soulevait son chiffon. Les neurobiologistes diront que l'hippocampe, en détresse, avait déverrouillé la voie olfactive la plus robuste, celle codée dès l'âge de 3 ans. Moi, j'ai ressenti cela comme un cadeau. On me permettait de revivre, en haute définition, un matin d'été 1978, juste avant que le monde ne m'apprenne la peur. Puis vint la lumière. Pas un tunnel, contrairement au récit classique, plutôt une sphère blanche, poreuse, qui se dilatait au rythme des compressions cardiaques. Chaque fois que le docteur Martineau pressait mon cœur, la sphère pulsait, projetant des vagues de points colorés. Ces points n'étaient pas aléatoires, ils formaient la carte de mes relations. Un point bleu pour mon épouse, un jaune pour mon fils, un rouge pour mon père décédé. Quand la sphère atteignit le diamètre d'un ballon de basket, les points se mirent à tourner autour d'un axe invisible. J'entendis une musique, c'était le rythme des ondes gamma, 40 Hz, que les enregistrements intracérébraux captent chez les patients en mort clinique. Cette musique était ma conscience elle-même, chantée par des milliers de neurones qui s'accordaient en un dernier chœur. Je vis aussi mes fautes. Ils appellent cela la revue de vie, mais ce mot est trop doux. Ce fut un film d'horreur et d'amour monté à la chaîne. J'assistais à la scène où, âgé de 16 ans, j'avais volé 50 francs dans le porte-monnaie de ma mère pour acheter des cigarettes. Je revis la pièce, la table en formica, le sac en cuir pendu au dossier d'une chaise. Je sentis la culpabilité de l'époque, mais amplifiée 1000 fois, comme si chaque cigarette que j'avais fumée depuis me soufflait la fumée au visage. Puis la scène bascula. Ma mère, le soir même, avait remarqué la disparition. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement ajouté une pièce de 10 francs dans la poche de mon blouson avec un mot. Pour le prochain paquet. Je pleurais, sauf que je n'avais plus de larmes. Je pleurais avec des neurones qui sécretaient de l'acétylcholine en pure perte, car il n'y avait plus de glandes lacrymales pour traduire la tristesse. Au bout de 5 minutes, le docteur Martineau ordonna l'injection d'adrénaline directement dans le ventricule gauche. Je la vis plonger l'aiguille, j'entendis le cliquetis du piston. À cet instant précis, je fus propulsé hors du bloc. Je me retrouvais dans un couloir sans fin, aux murs en verre dépoli. Derrière chaque vitre, une scène de mon avenir qui n'existerait pas. Mon fils à 25 ans, diplômé en astrophysique. Mon épouse, vieillie, riant aux éclats sur un banc de parc. Moi, à 70 ans, tenant un petit garçon sur les genoux. Mon petit-fils, supposais-je. Ces images n'étaient pas des projections désirantes. Elles étaient aussi réelles que les souvenirs.
Des équipes de Seattle ont montré que, dans l'agonie, le réseau par défaut, le système qui imagine l'avenir, s'active plus fort que lors de la veille. Mon cerveau me fabriquait un futur de compensation, comme on offre un bonbon à un enfant qui se cogne. Je rencontrai aussi mon père. Il était mort d'un infarctus en 2003, mais là, il avait 40 ans, l'âge où je l'avais connu le plus heureux. Il portait le même blouson en daim marron, celui qui sentait le cuir et le tabac blond. Il me dit « Tu vas devoir choisir ». Je demandai « Entre quoi ?» Il tendit la main. Dans sa paume, 2 grains de riz, l'un blanc, l'autre noir. Le blanc, tu reviens. Le noir, tu continues. Je pris le grain blanc, non par courage, mais parce que je sentis derrière moi la présence de mon fils, comme un fil tendu qui me ramenait. Mon père sourit, et dans son sourire, je lus toutes les lettres qu'il n'avait jamais su m'écrire. Puis il se dissipa, laissant derrière lui l'odeur du cuir qui persista, même quand je regagnais mon corps. Le moment de réintégration fut brutal. Je tombais dans ma poitrine comme on tombe d'un rêve au moment du réveil, mais amplifié par sang. Je sentis le goût du sang métallique dans ma bouche, la douleur de l'incision thoracique, le froid du drap trempé de sueur. J'entendis le moniteur reprendre un rythme irrégulier, 30, 45, 60 BPM. Le docteur Martineau leva les yeux, me croisa, pas moi, mon corps, et dit « On l'a ». Je compris alors que j'avais été mort pendant 6 semaines 38 S, mais que ma conscience avait tenu 6037 S, une seconde de vide, entre la dernière décharge gamma et le premier battement récupéré où je n'étais nulle part, ni vivant, ni mort, ni ici, ni ailleurs. Une seconde qui, sur l'échelle de l'éternité, vaut 1000 ans. À mon réveil en réanimation, 24 heures plus tard, on me fit passer une batterie de tests. On me demanda de dessiner ce que j'avais vu. Je traçai la sphère, les points colorés, le grain de riz blanc. Le neuropsychologue hocha la tête. Hallucination hypoxique classique. Je ne protestais pas. Je sais ce que j'ai vécu. Un état que la science mesure, mais ne nomme pas encore. Un espace où la mémoire devient perception, où le temps se plie comme une feuille de papier. Depuis, chaque nuit, à 3h17, je me réveille avec l'odeur de l'encaustique dans les narines. Je ne suis pas seul. J'ai retrouvé 6 autres patients qui ont vécu la même chose. Nous nous réunissons en silence, car aucun mot ne vaut la densité de ce que nous avons vu. Nous sommes les gardiens d'un secret que la science commence à entrevoir. La mort n'est pas un mur, c'est une pièce dont on referme la porte et où la lumière continue de danser, seule 7 minutes durant. Je n'ai plus de corps, mais j'ai une voix qui résonne encore dans la salle de réanimation comme un écho mal rangé. C'est la voix d'un homme qui, 6 minutes plus tôt, était déclaré mort. Elle sort de la gorge d'un médecin qui lit mon dossier, mais c'est ma phrase à moi. J'ai vu ma vie défiler. Aussitôt dit, le débat s'allume. 2 camps, 2 religions, 2 armées de chiffres. L'un crie « C'est la preuve que la conscience survit ». L'autre réplique « Non, c'est une hallucination hypoxique, point barre ». Et moi, je suis le terrain vague entre leurs tranchées. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu le mot « conservatisme mnésique ». C'était dans le bureau du docteur Martineau, un mardi pluvieux. Elle tenait une feuille EEG, comme on tient un billet de train pour l'enfer. « Regarde, ici, à 3047, tu as encore des ondes gamma. Gamma, c'est la signature de la conscience. » De l'autre côté de la table, le docteur Kim, neurochimiste, ricane. Gamma, c'est aussi la signature d'épilepsie, de fièvre, de caféine. Il tapote son portable, sort une méta-analyse de 2022. 1800 patients en arrêt, 42% rapportent un Life Review, mais 100% ont une saturation en O2 sous 35%. Corrélation, pas causalité, conclut-il. Martineau fronce les sourcils. Et les 6% qui reviennent avec des détails vérifiés, le dentiste de Tulsa, le numéro de matricule du soldat vietnamien, la couleur des rideaux de la salle d'opération.
Kim hausse les épaules. Le cerveau est un ordinateur qui sur-interpole. Donne-lui un pixel, il te rend un monnaie. Je les écoute, moi le mort qui n'en finit pas. J'ai envie de crier « J'étais là, j'ai vu le monnaie !» Mais je n'ai plus de poumons. Alors je me glisse dans leurs données, je deviens un fichier PDF. J'atterris dans une base PubMed, article de la revue Ressuscitation, 2021. Titre « Consciousness and Global Hypoxia, The Residual EEG Paradox ». Je lis, entre 4 et 6 minutes, 38% des sujets présentent encore une connectivité fonctionnelle dans le réseau dorsal par défaut. Ce réseau, c'est le « moi » neurologique, le narrateur interne. Quand il est actif, on rêve, on se souvient, on se raconte. Kim tranche. Activité résiduelle, comme une ampoule qui clignote après qu'on a coupé le courant. Martineau souffle. Ou comme une chandelle qui continue de brûler quand l'électricité est morte. Leur dispute devient un spectrogramme. Je vois les courbes de pouvoir alpha-theta danser comme des serpents. Puis surgit l'éthique. Le comité d'hôpital se réunit à huis clos. Question. Faut-il prévenir les familles que leurs proches, déclarés morts, pourraient encore entendre? Le juriste cite le Code civil. La mort est l'arrêt irréversible des fonctions. Le médecin légiste rétorque « Irréversible, oui, mais pas instantané ». Il brandit une étude de l'Université de Southampton. Sur 2060 arrêts, 9% de souvenirs lucides vérifiés. Le juriste fronce les sourcils. Si nous admettons que la conscience peut survivre 3 minutes, alors la déclaration de mort devient un meurtre potentiel. Silence. On entend le climique souffler sur les gouttières. Je glisse alors dans la gorge d'un conférencier. Amphithéâtre de Beyre, 300 étudiants en médecine. Le professeur projette une IRM fonctionnelle, cerveau de rat en arrêt ischémique. À 5h30, le cortex visuel s'illumine. Hallucination, clame-t-il. Une étudiante lève la main. Et si c'était une forme de perception augmentée? Elle cite Aldous Huxley. Le cerveau est une réductrice de réalité, non un producteur. Elle évoque les récepteurs 5-HT2A saturés par la DMT. Ces fenêtres qui s'ouvrent sur un monde plus vaste. Le professeur sourit, mais son sourire est un masque de plomb. Mademoiselle, vous parlez de métaphysique, pas de physiologie. Elle répond, la frontière est peut-être plus mince que votre scalpel. Je la suis dans son studio après cours. Elle écoute des podcasts de Survivor. Une femme raconte avoir vu des chaussures vertes posées sur le rebord de la fenêtre du bloc opératoire. Des chaussures qu'elle n'aurait pas pu voir, allongées sur la table. L'étudiante fouille les archives. Il existait bien une paire de baskets vertes, taille 38, sur l'armoire à 2 mètres de haut. Elle écrit son mémoire. Perception extracorporelle ou reconstruction post-hoc. Elle interviewe des anesthésistes. 60% d'entre eux ont vu des patients revenir avec des détails inexplicables. Mais quand elle demande des fonds pour une étude contrôlée, le comité éthique répond « Impossible, il faudrait provoquer des arrêts cardiaques ». Je deviens alors un formulaire de consentement, case à cocher. J'accepte que mon cerveau soit monitoré après déclaration de mort. Les familles refusent. Motif. On veut que papa repose. Pourtant, en 2023, une équipe américaine a collé 128 électrodes sur un crâne de donneur. Résultat, jusqu'à 7 minutes d'activité gamma cohérente. Le papier est publié dans Annals of Neurology, mais la presse titre « La conscience après la mort ». Le téléphone du service juridique n'arrête pas. Des avocats appellent « Si la conscience survit, le consentement à l'euthanasie est-il valable ?» Des notaires « Faut-il attendre 10 minutes avant de signer un testament ?» Des prêtres « Le moment de l'absolution est-il reporté ?» Je me faufile dans la nuit d'un service de greffe. Un cœur est prélevé à 5 minutes 30,
Le chirurgien sait que le cortex du donneur est peut-être encore actif. Il murmure « Pardonne-moi ». Puis il coupe. La valve aortique est intacte, mais dans le liquide céphalo-rachidien, la DMT atteint 0,04 UG ml, 6 fois la dose psychédélique. Le cœur part dans une glacière, suivi d'un morceau d'âme que personne n'a compté. Le receveur, 6 mois plus tard, se met à rêver d'un tunnel bleu. Il n'a jamais eu d'arrêt cardiaque. Coïncidence? Le protocole dit « Non, la DMT ne traverse pas la barrière greffon. » Mais le protocole ne mesure pas les micro-ARN, ces messagers qui voyagent dans les exosomes. Une étude suisse montre que les exosomes dopaminergiques peuvent modifier l'expression génique du receveur. Le débat renaît. Sommes-nous nos molécules ou notre mémoire? Je retourne dans la salle de réanimation. Une infirmière éteint les monitors. Elle attend toujours 7 minutes, pas 5, pas 6. Pourquoi 7? Parce qu'au-delà, les mitochondries sont des cendres. Mais elle avoue à la stagiaire « Parfois, à 6:30, je parle encore au patient. Je lui dis « Tu as été courageux. » La stagiaire demande « Est-ce que ça sert? » Elle répond « Ça me sert à moi. » Là, je comprends que l'éthique n'est pas seulement dans les chiffres. Elle est dans la voix qui continue de raconter une histoire quand le cerveau a fini de l'écrire. Je deviens enfin un article de loi. Proposition déposée à l'Assemblée. Prolonger le délai de déclaration de mort à 10 minutes en cas d'activité électrique résiduelle. Les familles protestent. On veut des funérailles rapides. Les médecins. On veut des greffes rapides. Les philosophes. On veut du sens. Le texte est repoussé. En coulisses, un député murmure. Le jour où la science prouvera que la conscience survit, nous devrons réécrire le code pénal. Il a peur. Il a raison. Alors je me pose sur l'épaule d'un enfant qui lit ce récit dans 30 ans. Il lève les yeux vers sa mère. « Maman, quand on meurt, on rêve encore? » Elle ne saura pas quoi répondre. Moi, je lui soufflerai. Le rêve est un muscle. Il se contracte même quand le cœur est à plat. Et parfois, il laisse une empreinte si profonde que les vivants doivent inventer de nouveaux mots pour ne pas l'effacer. L'enfant hochera la tête. Il inventera peut-être un mot. Ce mot sera le début d'une autre histoire, celle où la mort n'est plus une ligne, mais un cercle, et où chaque minute est un chapitre que l'on relit à voix haute, même quand il n'y a plus de bouche pour parler. 7 minutes, et le rideau tombe, presque. Car ce que j'ai vu derrière, c'est un couloir sans fin, où la science perd ses repères. On ne sait toujours pas où va ce point de lumière, ni s'il contient un « je ». Mais je sais ceci, la mort n'est plus un mur, c'est une porte entr'ouverte. Toi qui m'as suivi jusqu'ici, appuie sur partage, abonne-toi et dis-moi, qu'espères-tu trouver derrière?